Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours donc la lecture d'Elle et lui de George Sand et on s'en était arrêté donc à la fameuse pensée de Laurent. Donc c'est sans plus attendre que je poursuis la lecture. En attendant, eh bien vous êtes les bienvenus et puis pourquoi pas nous faire un petit coucou ou nous lâcher un commentaire via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Quand je songe, se dit-il, qu'autrefois, c'est ainsi qu'il appelait le temps où il n'aimait pas Thérèse, la moindre folie suffisait pour me ranimer. J'ai aujourd'hui beaucoup de choses que je rêvais. De l'argent, c'est-à-dire 6 mois de loisirs et de liberté, l'Italie sous les pieds, la mer à ma porte. Autour de moi, une maîtresse tendre comme une mère, en même temps qu'elle est un ami sérieux et intelligent. Et tout cela ne suffit pas pour que mon âme revive. À qui la faute? Ce n'est pas la mienne à coup sûr. Je n'avais pas été gâtée. Et il ne m'en fallait pas tant autrefois pour m'étourdir. Quand je pense que la moindre piquette me portait au cerveau tout aussi bien que le vin le plus généreux, que le moindre minois chiffonné avec un regard provoquant et une toilette problématique suffisait pour me mettre en gaieté et pour me persuader qu'une telle conquête faisait de moi un héros de la Régence. Avais-je besoin d'un idéal comme Thérèse? Comment ai-je donc pu me persuader que la beauté morale et physique m'était nécessaire en amour? Je savais me contenter du moins, donc le plus devait m'accabler, puisque le mieux est l'ennemi du bien. Et puis d'ailleurs, y a-t-il une vraie beauté pour les sens? La vérité est celle qui plaît, celle dont on est rassasié comme si elle n'avait jamais été. Et puis encore, il y a le plaisir du changement et c'est peut-être là tout le secret de la vie. Changer, c'est se renouveler. Pouvoir changer, c'est être libre. L'artiste est-il né pour l'esclavage? Et n'est-ce pas l'esclavage que la fidélité gardée ou seulement la foi promise? Laurent se laissa envahir par ces vieux sophismes, toujours nouveaux pour les âmes en dérive. Il éprouva bientôt le besoin de les exprimer à quelqu'un et ce quelqu'un fut Thérèse. Tant pis pour elle, puisque Laurent ne voyait qu'elle. La causerie du soir commençait toujours à peu près de même. Quelle assommante ville que celle-ci! Un soir, il ajouta « On doit s'y ennuyer en peinture. Oh, je ne voudrais pas être le modèle que tu copies, cette pauvre belle comtesse en noir et or, qui est là, accrochée depuis 200 ans. Si ses 12 yeux ne l'ont pas damnée, elle doit se damner dans le ciel de voir son image enfermée dans ce maussade pays. » Et pourtant, répondit Thérèse, elle y a toujours le privilège de la beauté, le succès qui survit à la mort et que la main d'un maître éternise. Toute desséchée qu'elle est au fond de sa tombe, elle a encore des amants. Tous les jours, je vois des jeunes gens, insensibles d'ailleurs au mérite de la peinture, rester en extase devant cette beauté qui semble respirer et sourire avec un calme triomphant. Elle te ressemble, Thérèse, sais-tu cela? Elle a un peu du sphinx, et je ne m'étonne pas de ta passion pour son mystérieux sourire. On dit que les artistes créent toujours dans leur nature. Il est tout simple que tu aies choisi les portraits de Van Dyck pour ton école d'apprentissage. Il faisait grand, mince, élégant et fier comme ta forme. Voilà des compliments. Arrête-toi là, je vois que la moquerie va arriver. Non, non, je ne suis pas en train de rire. Tu sais bien que je ne ris plus, moi. Avec toi, il faut tout prendre au sérieux. Je me conforme à l'ordonnance. Je dis seulement une chose triste. C'est que ta défunte comtesse doit être bien lasse d'être toujours belle de la même façon. Une idée, Thérèse. Un rêve fantastique qui me vient de ce que tu disais tout à l'heure. Écoute. Un jeune homme, qui avait probablement des notions de sculpture, se prit d'amour pour une statue de marbre couchée sur un tombeau. Il en devint fou, et ce pauvre fou souleva un jour la pierre pour voir ce qu'il restait de cette belle femme dans le sarcophage. Il y trouva ce qu'il devait y trouver. L'imbécile. Une momie. Alors la raison lui revint et, embrassant ce squelette, il lui dit « Oh, je t'aime mieux ainsi. Au moins, tu es quelque chose qui a vécu, tandis que j'étais épris d'une pierre qui n'a jamais eu conscience d'elle-même. » Je ne comprends pas, dit Thérèse.
Ni moi non plus, répondit Laurent. Mais peut-être qu'en amour, la statue est ce qu'on édifie dans sa tête, et la momie, ce que l'on ramasse dans son cœur. Un autre jour, il esquissa la figure de l'attitude de Thérèse, rêveuse et triste, dans un album qu'elle feuilleta ensuite, et où elle trouva une douzaine de croquis de femmes dont les poses impertinentes et les types effrontés la firent rougir. C'étaient les fantômes du passé qui avaient traversé la mémoire de Laurent et qui s'étaient collés, peut-être malgré lui, à ses feuilles blanches. Thérèse, sans rien dire, déchira celle où elle avait pris place dans cette mauvaise compagnie, la jeta au feu, ferma l'album et le remit sur la table. Puis elle s'assit près du feu, étendit son pied sur un chenet et voulut parler d'autre chose. Laurent ne répondit pas, mais il lui dit « Oh, vous êtes trop orgueilleuse, ma chère. Si vous eussiez brûlé tous les feuillets qui vous déplaisent pour ne laisser dans l'album que votre image, j'aurais compris et je vous aurais dit « Tu fais bien ». Mais vous retirer de là en y laissant les autres signifie que vous ne feriez jamais l'honneur de me disputer à personne. Je vous ai disputé à la débauche, répondit Thérèse. Oh, je ne vous disputerai jamais à aucune de ces véritables, de ces vestales, autant pour moi. Eh bien, c'est de l'orgueil, je le répète, ce n'est pas de l'amour. Moi, je vous ai disputé à la sagesse, et je vous disputerai à n'importe lequel de ces moines. Mais pourquoi me disputeriez-vous ? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'aimer la statue? Est-ce que la momie n'est pas dans votre cœur? Ah, vous avez la mémoire des mots, vous, mon Dieu. Qu'est-ce qu'un mot? On l'interprète comme on veut. Avec un mot, on fait prendre un innocent. Je vois qu'il faut prendre garde à ce que l'on dit avec vous. Le plus prudent serait peut-être de ne jamais causer ensemble. En sommes-nous là, mon Dieu? Dit Thérèse, fondant en larmes. Ils en étaient là. C'est en vain que Laurent s'affligea de ses pleurs et lui demanda pardon de les avoir fait couler. Le mal recommença le lendemain. « Que veux-tu donc que je devienne dans cette détestable ville ?» lui dit-il. « Tu veux que je travaille? Je l'ai voulu aussi, mais je ne peux pas. Je ne suis pas né comme toi avec un petit ressort d'acier dans le cerveau dont il ne faut que pousser le bouton pour que la volonté fonctionne. Je suis un créateur, moi, grand ou petit, faible ou puissant. C'est toujours un ressort qui n'obéit à rien et que met en jeu, quand il lui plaît, le souffle de Dieu ou le vent qui passe. Je suis incapable de quoi que ce soit quand je m'ennuie ou me déplaît quelque part. » « Mais comment n'est-il possible qu'un homme intelligent s'ennuie, dit Thérèse, à moins qu'il ne soit privé du jour et d'air au fond d'un cachot? N'y a-t-il donc pas dans cette ville, qui t'avait ravi le premier jour, ni belles choses à voir, ni intéressantes promenades à faire aux environs, ni bons livres à consulter, ni personnes intelligentes à entretenir? J'ai des belles choses d'ici par-dessus les yeux. Oh, je n'aime pas me promener seule. Les meilleurs livres m'irritent lorsqu'ils me disent que je ne suis pas en train de croire. Quant aux relations à établir, j'ai des lettres de recommandation dont tu sais bien que je ne peux pas faire usage. Non, je ne sais pas cela. Pourquoi? Mais parce que naturellement mes amis du monde m'ont adressé à des gens du monde. Or, les gens du monde ne vivent qu'entre quatre murs sans songer à se divertir. Et comme tu n'es pas du monde, Thérèse, comme tu ne peux pas m'y accompagner, il faudra donc que je te laisse seule. Dans le jour, puisque je suis forcée de travailler là-bas dans ce palais. Dans le jour, on se rend des visites et on fait des projets pour le soir. Mais c'est le soir qu'on s'amuse en tout pays. Ne le sais-tu pas, Thérèse? Eh bien, sors quelquefois le soir puisqu'il le faut. Va au bal, Alors, c'est de l'italien conversazioni. Pour une fois que je le prononce mal. Ne joue pas, c'est tout ce que je te demande. Et c'est ce que je ne peux pas te promettre, Thérèse. Dans le monde, il faut se donner au jeu ou aux femmes. Ainsi, tous les hommes du monde se ruinent au jeu ou se mettent dans la galanterie. Ceux qui ne font ni l'un ni l'autre s'ennuient dans le monde où ils sont ennuyeux. Je ne suis pas un causeur de salon, moi. Je ne suis pas encore assez creux pour me faire écouter sans rien dire. Voyons, Thérèse. Veux-tu que je me jette dans le monde à nos risques et périls? Pas encore, dit Thérèse. Patiente un peu. Hélas, je
n'étais pas préparée à te perdre aussitôt. » L'accent douloureux et le regard déchirant de Thérèse irritèrent Laurent plus que de coutume. « Tu sais, lui dit-il, que tu me ramènes toujours à tes fins avec la moindre plainte, et tu abuses de ton pouvoir, ma pauvre Thérèse. Ne t'en repentiras-tu pas un jour si tu me vois malade et exaspérée ? » ?»« Je m'en repens déjà puisque je t'ennuie, répondit-elle. Fais donc ce que tu voudras. Ainsi tu m'abandonnes à ma destinée ? Es-tu déjà lasse de lutter ? Tiens, ma chère, c'est toi qui ne m'aimes plus. Au ton dont tu le dis, il semble que tu désires que cela soit. Il répondit non. Mais un instant après, c'était oui sous toutes les formes. Thérèse était trop sérieuse, trop fière, trop pudique. Elle ne voulait pas descendre avec lui des hauteurs de l'Empyrée. Un mot leste lui semblait un outrage, un souvenir sans importance, encourait sa censure. Elle était sobre en tout et ne comprenait rien aux appétits capricieux, aux fantaisies modérées. Elle était la meilleure des deux, à coup sûr, et s'il lui fallait des compliments, il était prêt à lui en faire. Mais s'agissait-il de cela entre eux ? La question n'était-elle pas de trouver le moyen de vivre ensemble ? Autrefois, était-elle gaie ? Elle avait été coquette avec lui, et elle ne voulait plus l'être. Elle était maintenant comme un oiseau malade sur son bâton, les plumes ébouriffées, la tête dans les épaules et l'œil éteint. Sa figure pâle et morne était quelquefois effrayante. Dans cette grande chambre, sombre, attristée des restes d'un vieux luxe, elle lui faisait l'effet d'un spectre. Par moments, il avait peur d'elle. Ne pouvait-elle remplir cet intérieur lugubre de chants bizarres et de chants joyeux, d'éclats de rire ? Voyons. Que faire pour secouer cette mort qui glace les épaules ? Mets-toi au piano et joue-moi une valse. Je vais valser tout seul. Sais-tu valser, toi ? Non, je parie que non. Tu ne sais rien que de triste. Tiens, dit Thérèse en se levant, partons demain et advienne que pourra. Tu deviendras fou ici. Ce sera peut-être pire ailleurs, mais j'irai jusqu'au bout de ma tâche. Sur ce mot, Laurent s'emporta. C'était donc une tâche qu'elle s'était imposée. Elle accomplissait donc froidement un devoir. Peut-être avait-elle fait à la Vierge le vœu de lui consacrer son amant. Il ne lui manquait plus que d'être dévote. Il prit son chapeau avec cet air de suprême dédain et de rupture bien troussé qui lui était propre. Il sortit sans dire où il allait. Il était 10 heures du soir. Thérèse passa la nuit dans des angoisses effroyables. Il rentra au jour et s'enferma dans sa chambre en jetant les portes avec fracas. Elle n'osa se montrer dans la crainte de l'irriter et se retira sans bruit chez elle. C'était la première fois qu'il s'endormait sans se dire un mot d'affection ou de pardon. Le lendemain, au lieu de retourner à son travail, elle fit ses paquets et prépara tout pour le départ. Lui s'éveilla à 3 heures de l'après-midi et lui demanda en riant à quoi elle songeait. Il avait pris son parti. Il avait retrouvé son assiette. Il s'était promené la nuit, seul au bord de la mer. Il avait fait ses réflexions. Il était calmé. Cette grosse mère, grondeuse et rabâcheuse, m'a impatientée, dit-il gaiement. J'ai fait d'abord de la poésie. Je me suis comparée à elle. J'ai eu envie de me jeter dans son beau sein verdâtre. Et puis j'ai trouvé la vague monotone et ridicule de se plaindre toujours de ce qu'il y a des rochers sur la grève. Si elle n'a pas la force de les détruire, qu'elle se taise. Qu'elle fasse comme moi, qui ne veut plus me plaindre. Me voilà charmant ce matin. J'ai résolu à travailler. Je reste. J'ai fait ma barbe avec soin. Embrasse-moi, Thérèse. Et ne parlons plus de cette sotte soirée d'hier. Défais ces paquets surtout. Ôte ces malles, vite que je ne les vois pas davantage. Elles ont l'air d'un reproche et je n'en mérite plus. Il y avait bien loin dans cette prompte manière de se réconcilier avec lui-même au temps où un regard inquiet de Thérèse suffisait pour lui faire plier les 2 genoux, et pourtant, il n'y avait pas plus de 3 mois. Une surprise vint les distraire. Monsieur Palmer, arrivé à Gênes le matin, vint leur demander à dîner. Laurent fut enchanté de cette diversion.
Lui, toujours assez froid de manière avec les autres hommes, il sauta au cou de l'Américain en lui disant qu'il était envoyé du ciel. Palmer fut plus surpris que flatté de cet accueil chaleureux. Il lui avait suffi d'un coup d'œil jeté sur Thérèse pour voir que ce n'était pas là l'expansion du bonheur. Cependant, Laurent ne lui parla pas de son ennui et Thérèse fut surprise de l'entendre faire l'éloge de la ville et du pays. Il déclara même que les femmes étaient charmantes. D'où les connaissait-il? À 8 heures, il demanda son pardessus et sortit. Palmer voulut se retirer aussi. « Pourquoi ?» lui dit Laurent. « Ne restez-vous pas un peu plus longtemps avec Thérèse? Cela lui ferait plaisir. Nous sommes tout à fait seuls ici. Je sors pour 1 heure. Attendez-moi pour prendre le thé. » À 11 heures, Laurent n'était pas rentré. Thérèse était fort abattue. Elle faisait de vains efforts pour cacher son désespoir. Elle n'était plus inquiète, elle se sentait perdue. Palmer vit tout et feignit de ne rien voir. Il causa encore avec elle pour tâcher de la distraire. Mais comme Laurent n'arrivait pas, ce qu'il n'était pas convenable de l'attendre passer minuit, il se retira en serrant la main de Thérèse. Malgré lui, il lui apprit dans ce serrement de main qu'il n'était pas dupe de son courage et qu'il ressentait l'étendue de son désastre. Laurent arriva en ce moment et vit l'émotion de Thérèse. À peine fut-il seul avec elle qu'il l'enrailla sur un ton qui affectait de ne pas descendre à la jalousie. « Voyons, lui dit-elle, ne me faites pas inutilement souffrir. Pensez-vous que Palmer me fasse la cour? Partons, je vous l'ai offert. » « Non, ma chère, je ne suis pas absurde à ce point. Du moment que vous avez une société et que vous me permettez de sortir un peu pour mon compte, tout est bien et je me sens en train de travailler. »« Dieu le veuille, dit Thérèse, je ferai moi ce que vous voudrez. Mais si vous vous réjouissez de la société qui m'est venue, ayez le bon goût de ne pas m'en parler comme vous venez de le faire, je ne saurais le souffrir. »« Mais de quoi diable vous fâchez-vous ? Qu'ai-je donc dit de si blessant? Vous devenez d'une susceptibilité par trop ombrageuse, ma chère amie. Quel mal y aurait-il donc à ce que ce bon Palmer fût amoureux de vous? Oh, il y en aurait à vous de me laisser seule avec lui, si vous pensiez ce que vous dites. Ah, il y aurait du mal à vous abandonner au danger. Mais vous voyez bien que le danger existe, selon vous, et que je ne me trompais pas. Soit. Alors, passons nos soirées ensemble et ne recevons personne. Je le veux bien, moi. Est-ce convenu? Vous êtes bonne, ma chère Thérèse. Pardonnez-moi. Je resterai avec vous et nous verrons qui vous voudrez. Ce sera le meilleur et le plus doux arrangement. En effet, Laurent parut revenir à lui-même. Il entama une bonne étude dans son atelier et invita Thérèse à venir la voir. Quelques jours se passèrent sans orage. Palmer n'avait pas reparu, mais bientôt Laurent se lassa de cette vie réglée et alla le chercher en lui reprochant d'abandonner ses amis. À peine fut-il arrivé pour passer la soirée avec eux que Laurent trouva un prétexte pour sortir et resta dehors à minuit. Une semaine passa ainsi. Oui, puis une seconde. Laurent donnait une soirée sur 3 ou 4 à Thérèse et... quelle soirée! Elle eût préféré la solitude. Où allait-il? Elle ne l'a jamais su. Il ne paraissait pas dans le monde. Le temps humide et froid ne permettait pas de penser qu'il se promenât en mer pour son plaisir. Cependant, il montait souvent dans une barque, disait-il, et ses habits en effet sentaient le goudron. Il s'exerçait à ramer et prenait des leçons d'un pêcheur de la côte qu'il avait cherché dans la rade. Il prétendait se trouver bien pour son travail du lendemain, d'une fatigue qui abattait l'excitation de ses nerfs. Thérèse n'osait plus aller le trouver dans son atelier. Il montrait du dépit lorsqu'elle désirait voir son travail. Il ne voulait pas de ses réflexions lorsqu'il était en train de manifester son idée, et il ne voulait pas non plus de son silence, qui lui faisait l'effet d'un blâme. Elle ne devait voir son œuvre que lorsqu'il la jugeait digne d'être vue. Autrefois, il ne commençait rien sans lui exposer son idée. Maintenant, il la traitait comme un public. 2 ou 3 fois, il passa toute la nuit dehors.
Thérèse ne s'habitua pas à l'inquiétude qui lui causait le prolongement de ses absences. Elle eût exaspéré en ayant de s'en apercevoir, mais on pense bien qu'elle le guettait et qu'elle cherchait à savoir la vérité. Il était impossible qu'elle le suivît elle-même la nuit dans une ville pleine de matelots et d'aventuriers de toute nation. Pour rien au monde, elle ne se fût abaissée à le faire suivre par quelqu'un. Elle entrait chez lui sans bruit et le regardait dormir. Il semblait accablé de fatigue. C'était peut-être en effet une lutte désespérée contre lui-même qu'il avait entreprise pour éteindre par l'exercice physique l'excès par la pensée. Une nuit, elle remarqua que ses habits étaient fangeux et déchirés comme s'il eût à soutenir une lutte matérielle ou comme s'il eût fait une chute. Effrayée, elle s'approcha de lui et vit du sang sur son oreiller. Il avait une légère entaille au front. Il dormait si profondément qu'elle espéra ne pas l'éveiller en lui découvrant un peu la poitrine pour voir s'il n'y avait pas d'autres blessures. Mais il s'éveilla et entra dans une colère qui fut pour elle le coup de grâce. Elle voulait s'enfuir. Il la retint de force, passa une robe de chambre, ferma la porte et, marchant avec agitation dans l'appartement qu'éclairait faiblement une petite lampe de nuit, il exhala enfin toute la souffrance amassée dans son âme. « C'en est assez, lui dit-il. Soyons francs vis-à-vis l'un de l'autre. Nous ne nous aimons plus. Nous ne nous sommes jamais aimés. Nous nous sommes trompés l'un l'autre. Vous avez voulu avoir un amant. Peut-être n'étais-je ni le premier ni le second. N'importe, il vous fallait un serviteur, un esclave. Vous avez cru que mon malheureux caractère, mes dettes, mon ennui, ma lassitude d'une vie d'excès, mes illusions sur l'amour vrai me mettraient à votre discrétion et que je ne porterais jamais me reprendre. Pour mener à bonne fin une si périlleuse entreprise, il vous eût fallu à vous-même un plus heureux caractère, plus de patience, plus de souplesse et surtout plus d'esprit. Vous n'avez pas d'esprit du tout, Thérèse. Soit dit sans vous offenser. Vous êtes tout d'une pièce, monotone, têtue et vaine à l'excès de votre prétendue modération qui n'est que de la philosophie des gens à vue courte et à faculté bornée. Quant à moi, je suis un fou, un inconstant, un ingrat, tout ce qu'il vous plaira, mais je suis sincère. Je ne fais pas de calcul, je me livre sans arrière-pensée. C'est pourquoi je me reprends de même. Ma liberté morale est chose sacrée et je ne permets à personne de s'en emparer. Je vous l'avais confiée et non donnée. C'était à vous d'en faire bon usage et de savoir me rendre heureux. Oh, n'essayez pas de dire je reprends. Oh, n'essayez pas de dire que vous ne vouliez pas de moi. Je connais ces manèges de la modestie, de ces évolutions, de la conscience des femmes. Le jour où vous m'avez cédé, j'ai compris que vous pensiez bien m'avoir conquis et que toutes ces feintes résistances, ces larmes de détresse et ces pardons toujours accordés à mes prétentions n'étaient que l'art vulgaire de tendre une ligne et d'y faire mordre le pauvre poisson ébloui par la mouche artificielle. Je vous ai trompé, Thérèse, en feignant d'être la dupe de cette mouche. C'était mon droit. Vous vouliez des adorations pour vous rendre. Je vous les ai prodiguées sans effort et sans hypocrisie. Vous êtes belle, et je vous désirais. Mais une femme n'est qu'une femme, et la dernière de toutes nous donne autant de volupté que la plus grande reine. Vous avez eu la simplicité de l'ignorer. Et à présent, il faut rentrer en vous-même. Il faut savoir que la monotonie ne me convient pas. Il faut me laisser à mes instincts, qui ne sont pas toujours sublimes, mais que je ne peux pas détruire sans me détruire avec eux. Où est le mal? Et pourquoi nous arracherions-nous les cheveux? Nous nous sommes associés et nous nous quittons, voilà tout. Il n'est pas besoin de nous haïr et de nous décrier pour cela. Vengez-vous en comblant les vœux de ce pauvre Palmer que vous faites languir. J'y serai content de sa joie et nous resterons tous les trois meilleurs amis du monde. Vous retrouverez vos grâces d'autrefois que vous avez perdues et l'éclat de vos beaux yeux qui s'usent et se ternissent à veiller pour espionner mes démarches. Je redeviendrai moi, le bon camarade que j'étais. Et nous oublierons ce cauchemar que nous traversons ensemble. Est-ce convenu? Vous ne répondez pas? C'est de la haine que vous voulez? Prenez-y garde, je n'ai jamais haï, mais je peux tout apprendre. J'ai de la facilité, moi, vous savez.
Tenez, je me suis colletée ce soir avec un matelot ivre qui était 2 fois grand et fort comme moi. Je l'ai roué de coups et je n'ai reçu qu'une égratignure. Prenez garde que je ne sois aussi vigoureux dans l'occasion au moral qu'au physique, et que dans une lutte d'aversion et de vengeance, je n'écrase le diable en personne, sans lui laisser un de mes cheveux entre les griffes. Et c'est sur cette surprenante déclaration donc, que s'achève cette lecture d'Elle et lui de George Sand. Et pour découvrir la suite, du moins nous l'espérons, la riposte de Thérèse, eh bien c'est tout simplement dans un instant sur C8 dans Voyage au bout de la nuit. À tout de suite.